Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Nous sommes de retour après plus de 2 mois d'absence. Confinement oblige, maintenant déconfinement oblige. On est de retour pendant 1 heure. On va passer en revue les événements de la semaine écoulée. On va s'en tenir aux événements de la semaine écoulée. Et distance physique oblige, nous avons 2 experts pour analyser et mettre sur le grill un seul invité. Nous avons Pauline de Glume, journaliste à l'Écho. Bonjour Pauline. Bonjour Jean-Jacques. Et Karim Fadoul, journaliste à l'RTBF. Bonjour. Bonjour, je me sens un peu puni là. Oui. Mais non, nous sommes bien chacun à notre place et notre invité va arriver dans un instant. Et on démarre sur l'avenir des commerces. Ceux du centre sont souvent fermés, plus souvent fermés qu'ouverts d'ailleurs, et les autres se demandent quel sera leur véritable avenir. Reportage de Christophe Durand et Nicolas Skenartz. La galerie Anspach cet après-midi, très loin de son affluence habituelle, à tel point que les commerçants préfèrent ne pas s'exprimer sur la reprise de leur activité. Ceux de la galerie Agora sont dans la même situation, mais se montrent un peu plus loquaces. Comme vous pouvez constater sur la caisse, le bouton de la caisse n'a même pas été allumé. Je n'ai absolument rien vendu. Et vous voyez vous-même, par vous-même, dans la rue, il n'y a personne qui passe. Les galeries, les gens ne veulent pas rentrer. Il fait magnifique dehors, donc les gens ne vont pas venir rentrer ici, déjà ça. Mais je pense que l'effet qu'il y a le coronavirus, les gens ils ont peur de rentrer dans des endroits fermés aussi. Des vendeurs qui craignent aujourd'hui pour leur emploi. Heureusement, certains commerçants sont plus heureux. C'est le cas notamment de ceux de la rue Neuve. On a commencé à la moitié d'une fréquentation normale de la rue Neuve et chaque jour on voit que ça augmente. Et donc c'est positif. En termes de chiffre d'affaires, c'est également positif. Pour les magasins qui sont situés dans la rue Neuve, on parle de 50% à plus du chiffre d'affaires avec des équipes réduites au fur et à mesure. Les commerçants bruxellois en difficulté réclament une aide supplémentaire à l'image de celle reçue par leurs homologues dans le nord du pays. Mais Bruxelles n'a visiblement pas les mêmes moyens que la Flandre. Donc je crois que Bruxelles a déjà mis en place l'ensemble des mesures de soutien. Des mesures complémentaires pourraient être prises, mais l'impact budgétaire pour la région bruxelloise est important. Et le carcan budgétaire n'est pas le même à Bruxelles qu'en Flandre ou en Wallonie. 2 semaines après leur réouverture, les commerces non essentiels espèrent ne pas devoir mettre la clé sous le paillasson 3 semaines plus tard. Alors, Pauline de Glume, ces affaires de commerce qui redémarrent, mais qui ont des difficultés, c'est quand même... C'est terrible en fait, parce qu'eux réouvrent, pouvaient se dire, il y a des gens qui ont manqué peut-être de choses à acheter qui reviennent et ça va combler ce qu'on a perdu. Et en fait, non seulement ça va pas combler, et puis ça reprend toujours pas le rythme d'avant. Donc ça va commencer à devenir stressant pour eux. Après, c'est pas super étonnant. Comme la dame le dit très bien dans le reportage, il peut y avoir une peur de se retrouver dans des endroits confinés. Et puis à celle-ci s'ajoute... peut-être aussi un peu de culpabilité. Enfin, on a quand même un peu pointé du doigt les gens qui faisaient la file et l'ouverture, tout ça, en disant c'est pas essentiel. Donc les gens se disent je dois peut-être pas y aller. Il y a éventuellement eu la découverte de l'e-commerce qui est bien pratique, même si on a vu que même dans certains secteurs, là non plus, il n'y avait pas de hausse. Et donc là, on peut penser encore à une autre cause, c'est savoir qu'est-ce qui nous attend en termes économiques pour les familles, les travailleurs. Et si on ne sait pas de quoi demain est fait, on évite peut-être d'aller s'acheter de nouveaux vêtements ou autres possible. On épargne. Karim Fadoul. Oui. En fait, tout en plus a été mis en œuvre pour qu'on puisse rassurer les gens, les clients, dès l'ouverture, avec des couloirs pour pouvoir circuler. Prenons par exemple la rue Neuve, des marquages au sol pour pouvoir respecter les distances sociales à l'entrée du magasin, dans les magasins, de la distribution de gel, des conseils qui sont distillés, des grands panneaux qui expliquent un peu les mesures de précaution à prendre. Et puis les magasins aussi, en rouvrant, comme ces magasins avaient des stocks, elles ont proposé des réductions assez conséquentes, quasiment partout. Je pense que tous les commerces, notamment de textiles, d'habillement, de chaussures, ont proposé des réductions dès la réouverture. Mais voilà, il faut le temps que ça reprenne, il faut rassurer les gens, il faut leur dire que c'est safe. Et puis, comment expliquer qu'on ouvre des commerces et les écoles ne sont pas encore ouvertes et que d'autres secteurs n'ont pas encore repris. Tout est ouvert. Oui, mais tout ça fait que les gens peuvent se poser la question de savoir, si on n'ouvre pas d'un côté, c'est que c'est pas encore sûr. Donc pourquoi est-ce que j'irais prendre des risques là où on a rouvert quasiment totalement? Donc pour les gens, c'est très difficile à comprendre. Alors on va demander ce qu'en pense notre invité, le bourgmestre de Bruxelles. Il négociera en 2014 à la hauteur de la table. Donc un seul invité, comme je le disais,
Distance physique oblige. Donc c'est Philippe Claus qui va inaugurer cette version déconfinée des experts. Alors Philippe Claus, vous avez entendu les commerçants, je suppose que vous les entendez tous les jours. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Est-ce que vous leur dites un peu de patience, ou vous leur dites changer de produit ou changer de métier? Patience, c'est très difficile parce que les commerçants que je vois, ils sont dans une détresse. Donc ils ont, pour certains d'entre eux, ils sont au bout de leur trésorerie. Il faut quand même se rendre compte que malgré les aides, malgré le chômage temporaire, il y a beaucoup de petites PME de commerce qui avaient peut-être de quoi tenir 2 mois ou qui étaient parfois déjà en difficulté avant et qui, malheureusement, dans cette crise, ne savent pas comment s'en sortir, malgré les aides d'État. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, vous l'avez souligné dans votre reportage, on a mis le paquet, par exemple, sous la rue Neuve. Alors on l'oublie souvent, mais la rue Neuve, c'est 4000 emplois. Rien que dans cette, c'est 4000 familles qui vivent de cette rue Neuve. Et les gens ont retrouvé le chemin de la rue Neuve. Donc j'entendais qu'il y avait un reportage sur des galeries commerçantes. C'est le boulot aussi des exploitants de galeries commerçantes, de trouver comment rassurer, comme vous le disiez, Monsieur Fadoul, le public. Donc c'est une œuvre collective. C'est pas un niveau de pouvoir qui va réussir à ramener cette confiance. On remarque quand même que dans les pays européens, on démarre un peu plus vite qu'en Belgique. On le voit en Allemagne, on le voit en Hollande, où on sent qu'il y a une situation normale. On doit peut-être un peu regarder ce qui se fait à l'étranger et rétablir cette confiance. Mais je pense qu'une des clés, c'est été dit juste avant par un de vos chroniqueurs, c'est vrai que la réouverture des écoles ça c'est un peu de soulagement, de retour à une activité normale. Parce que c'est vrai qu'on ouvre des commerces, mais on laisse les écoles fermées. Pas tout à fait évident de s'y retrouver dans ces mesures, et on peut le comprendre. Et en même temps, moi je défends le fait qu'on y aille palier par palier. Mais donc voilà, moi je crois que je continue à trouver que dans cette crise, il faut y trouver des opportunités pour avoir ces plans de relance, mais ils vont devoir être massifs. Bon, on va reparler des écoles tout à l'heure, mais pour rester sur les commerces et les aides dont vous parlez, beaucoup se plaignent en disant il y a des aides beaucoup plus intéressantes en Flandre qu'à Bruxelles. Et par exemple, on paye à la journée pour les indépendants qui ne peuvent pas exercer leur métier ou leur commerce. Est-ce qu'il faudrait revoir les aides de la région bruxelloise? Est-ce qu'elles sont trop maigres pour vous? Je ne suis pas ministre de l'économie de la région bruxelloise. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on a fait au niveau de la ville de Bruxelles. Si vous regardez rien que la rue Neuve... Non, mais je peux vous demander un avis. Vous pouvez me demander un avis, je vous dis ce que moi je fais. Oui. Ce que nous avons fait, c'est qu'on a investi que pour le premier mois plus de 100 000 € dans le gardiennage, l'installation de barrières, tout ce qui devait être fait. On a trouvé un accord avec Shopera, qui est la grande association qui regroupe les magasins de la rue Neuve, pour dire voilà, on vous demande d'engager un gardien pour chaque commerce et nous nous occupons de l'espace public. C'est ce que nous faisons également sur les boulevards du centre, dans les différents quartiers, où on sent que la vie reprend. Je pense qu'aussi les propriétaires, comme je dis, de galeries, doivent mettre le paquet aussi pour donner envie, mais pour aussi sécuriser les clients qui vont venir. Parce qu'on sent les commerces ont envie de le faire. Pour le reste, vous savez, dans le genre de reprise, ce que veulent les commerces, c'est pas simplement l'aide d'État, c'est que les gens reviennent, retrouvent le chemin de leur magasin. Mais justement, quand vous dites on les aide, la rue Neuve, c'est vrai, mais les commerçants disent quand même qu'ils ne font que 50% de leur chiffre d'affaires. Donc il manque encore 50%. Ah, ça va être long, donc il n'y a personne qui ne doute de ça, mais je vous rappelle que ça fait même pas 15 jours qu'on sort du confinement et on n'a même pas encore rouvert les écoles. Donc ne nous leurrons pas, on rentre dans une crise économique sans précédent, mais pour en sortir, il faut rétablir une confiance, donner aussi du pouvoir d'achat et investir massivement dans les équipements publics. Je pense que c'est une des vraies clés. Croire que c'est simplement en donnant une prime à la fermeture que l'on va relancer le commerce, c'est faux. Il faut être ambitieux et sauter sur des opportunités. Karim Fadou. Oui, la régie foncière qui possède une série d'espaces commerciaux a décidé d'annuler les loyers pour les mois de mars et d'avril. Est-ce que vous pouvez rassurer les commerçants par rapport aux loyers des mois de mai, juin, voire au-delà? Est-ce que la ville peut se permettre d'annuler des loyers, des rentrées, faire un trait sur des rentrées conséquentes, mais ça permet en tous les cas d'aider des commerçants qui ont des difficultés réelles. Nous l'avons fait sur le mois de mai, et sur juin, ce que nous avons décidé, donc quand même pour donner un chiffre, l'ensemble des commerces de la ville de Bruxelles, c'est-à-dire la régie et le CPS, nous avons beaucoup de récommerciaux, c'est 1 million d'euros par mois. Donc chaque fois que nous arrêtons de demander les loyers, c'est 1 million d'euros qu'il faut trouver ailleurs dans le budget. Vous savez, un budget, c'est comme dans les ménages, ce que vous ne rentrez pas d'un côté, vous devez le trouver ailleurs. Nous avons fait sauter ces loyers, nous avons décidé pour le mois de juin, évidemment, de rétablir les loyers puisque les commerces rouvrent. J'encourage aussi les différentes associations qu'on n'entend pas de propriétaires à quand même faire le même geste par rapport à leurs locataires. Il y a quand même un grand oublié, c'est tous ces propriétaires privés, je m'excuse de le dire, qui ont la chance d'avoir des locataires, qui feraient bien de leur faire des remises. S'ils ne veulent pas que leur commerce meure et de devoir gérer... Mais au-delà, peut-être pas. Le mois de mars, ça a peut-être été... De toute façon, c'était fait individuellement. Oui, mais donc ça, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas quand on est propriétaire. Il faudrait les obliger à faire quelque chose. Je trouve qu'en tout cas,
je n'entends pas beaucoup l'Office des propriétaires expliquer, ils sont en train de tuer leur propre poule aux œufs d'or. Si vous avez un commerce qui n'est pas exploité, nous on a fait notre job, et pour le mois de juin, juste pour y revenir, pour répondre à votre question, M. Fadoul, ce qu'on a dit, c'est que pour les mois qui viennent, on faisait un échelonnement de paiement. Ils ont jusqu'à janvier pour payer, parce qu'on sait que pour le moment, ce qu'ils ont besoin, c'est de trésorerie. Donc on a vraiment fait le paquet sur ce qu'on pouvait faire à la régie et au CPS, et on a pris cette mesure de façon commune. Je crois que maintenant, parce qu'évidemment la grande masse sont les propriétaires privés, ils doivent faire un effort de 2-3 mois. Il n'y a pas de raison que pour avoir, quand on a un bail commercial, et beaucoup de commerçants me disent on n'ose pas le demander parce qu'on a peur que le propriétaire nous mette dehors. Moi je leur dis faites attention, vous n'êtes pas sûr en période de crise économique de retrouver un commerce qui va venir s'installer. L'encourage, en tout cas, ils ont leur centre d'entreprise en difficulté, ils ont recours à des médiateurs, tout ça, et donc quand il y a une difficulté de payer le loyer, ils passent de cette manière-là en contact avec... Il vaut mieux garder un locataire, même si il ne peut pas payer l'entièreté du loyer, que en retrouver un hypothétique. Beaucoup de brasseurs l'ont fait aussi. Donc il y a beaucoup de brasseurs qui ont intelligemment dit attendez, c'est nos clients, les cafés sont fermés, et qui ont assumé comme propriétaires. Donc il y a quand même, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de propriétaires privés qui font comme si de rien n'existait. Et je pense que dans les baux commerciaux à terme, il faudra peut-être prévoir des changements législatifs. On va en avoir dans tous les sens avec ce qu'on vient de vivre. On est à l'heure où on va avoir une révolution juridique sur plein de choses. Au-delà des cas de force majeure qui sont développés là-dedans, on va devoir réécrire certaines choses parce que plus personne n'acceptera comme ça des conditions. Et en tout cas, je pense que oui, il serait assez normal comme locataire qu'on demande 2 à 3 mois de remise de loyer à son propriétaire. Alors, parmi les autres difficultés en matière de commerce, cette semaine, on a appris que Dominique Rigaud quittait l'avenue Louise et il s'est beaucoup plaint de ce que l'avenue Louise devenait. Donc, il est parti à Uccle, rue de Staël. Oui, il était déjà à Uccle. Oui, mais il a retiré... Il était en fin de bail avenue Louise. Mais ce que vous ne dites pas, parce que vous êtes quand même journaliste, c'est qu'il était en fin de bail. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, mais il est quand même parti. Il n'a pas renouvelé son bail. Et il a dit beaucoup de mal de l'endroit où il était, de l'avenue Louise. Est-ce que vous analysez de la même manière que lui? Et c'est pas le seul. Oui. Et vous analysez comme lui une perte d'attractivité de l'avenue Louise ces dernières années? Non, je ne pense pas. Je pense vraiment que justement, donc l'avenue Louise, elle a tout le temps vécu de haut et de bas, en effet. On a connu ça, mais le haut de la ville fonctionne. Alors pas maintenant, évidemment. On ne peut pas juger avec la crise du Covid. Donc on peut comprendre que Dominique Rigaud est relocalisé. Moi, je ne connais pas toute sa situation, donc je sais juste non, mais il qu'il dit que ça ne date pas du Covid de toute façon. Voilà, donc il a décidé d'avoir plus qu'un seul magasin à la rue de Staël. C'est un choix que je respecte complètement. Je travaille depuis de nombreuses années avec lui dans le cadre du MAD. Maintenant, sur l'avenue Louise, il y a d'autres opportunités. Vous savez, les quartiers à Bruxelles, moi je crois beaucoup à une vision organique de la ville. Hein. Les choses bougent en permanence. Hein. Une ville, elle n'est jamais finie, elle est toujours en mouvement. Et donc il y a des quartiers qui ont marché il y a des années qui ne marcheront moins, d'autres qui vont se relancer, d'autres sur lesquels il faut des points d'attention particuliers. Je prends toujours l'exemple de la rue Sainte-Catherine dans le centre-ville, qui est devenue une rue avec les commerces de bouche, en tout cas de nourriture, les meilleurs de Bruxelles. Il y a 15 ans, c'était pas le cas, quoi. C'était un quartier qui a toujours été un quartier historique où il y avait, c'était l'entrée du port de Bruxelles au 19e siècle, mais c'était plus ce que c'était. Et il y a eu l'arrivée de plusieurs magasins de poissons, de viande, de grossistes en champignons, des choses comme ça, qui ont fait de boulangers, que cette rue a une dynamique incroyable. Et donc, attention, le commerce, c'est quelque chose de très mouvant, on ne sait pas toujours les tendances. Et donc, moi, je crois que l'avenue Louise, en effet, a un avenir. Alors, il y a un autre argument lancé parfois par votre échevin du commerce lui-même, Fabien Minguin, en disant le fait d'avoir une zone 20 partout dans le Pentagone, c'est pas très bon pour le commerce. Alors, c'est pas une zone 20, monsieur Deleuze. C'est pas une zone 20, c'est une zone de rencontre. Une zone WERF. Même c'est pas la même chose. Le débat n'est pas de dire qu'on va embêter l'automobiliste. D'ailleurs, on va travailler sur des grands axes qui vont... On était déjà en zone 30 depuis 2006. L'idée, c'était quoi? Et ça a d'ailleurs été suivi par plein de mes collègues en Europe. Si vous regardez un peu ce qui se passe dans toutes les grandes villes européennes, c'est comment est-ce qu'on fait pour respecter cette distance sociale. Et nous avons tous constaté que l'espace physique des villes, aujourd'hui, il est pris en grande partie par des voiries qui sont parfois peu utilisées. Et donc, c'est de dire, on priorise. On a une règle simple qui vient de France, qui s'appelle Flandre, qui s'appelle le principe STOP, qui veut dire d'abord les piétons, les cyclistes, le transport en commun, puis la voiture. Donc, mon message est très clair. Vous pouvez venir en voiture en ville. Et d'ailleurs, les grands axes vont sans doute en train de réfléchir pour que des grands axes de pénétration reviennent à 30 km/h, parce que c'est vrai que le 20 n'est pas partout facile. Mais nous n'allons pas non plus handicaper la sécurité routière autour des écoles, dans les quartiers densément habités. Mais donc vous allez adapter cette zone? Mais tout le temps. Aujourd'hui, cette crise, il y a des mesures d'urgence. Celui qui pense qu'il a pris une mesure qu'il va pouvoir tenir et que rien ne va bouger, on est au cœur d'une révolution urbaine avec ce Covid.
Aujourd'hui, tout se repense dans les entreprises, dans le télétravail, dans le commerce, dans nos hôpitaux, dans la façon dont on gère l'espace public. Est-ce que, allez, moi, j'ai quand même, ceux qui me connaissent, toujours développé les événements de masse. Pour le moment, aujourd'hui, c'est difficile à faire, les événements de masse. On est devant une révolution. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qu'on a fait à Bruxelles Expo avec les ultraviolets qu'on est en train d'utiliser pour tuer les microbes. Tout est en train de se révolutionner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que notre ville, elle ne sera pas figée. Et l'autre chose que je veux affirmer à vos spectateurs, c'est qu'on saisira toutes les opportunités pour relancer la ville. Parce que pour l'instant, en effet, la ville est en danger avec ce qui s'est passé. Alors, vous disiez qu'on évalue, on évolue aussi. Et en termes de mobilité, c'est vrai, on l'a vu cette semaine sur le bois de la Cambre. Donc là, vous allez pouvoir nous expliquer un peu les détails de cette affaire, hein, puisqu'on a aménagé des rues un peu partout, dans toute la région, et notamment dans la ville de Bruxelles. Et vous en avez parlé de ces zones de rencontre. Et donc, l'adaptation de la circulation autour du bois de la Cambre aussi été un sujet. Donc, on l'a adapté. Reportage Thomas Dufrane et Frédéric Dehaenau. Les bandes indiquées au sol sont bien là, mais depuis un mois, elles ne servent plus à grand-chose. Les rescapés à 4 roues sont assez rares. Ce skateboard, par exemple, mais vous en conviendrez, le rythme est différent, plus lent et moins polluant. L'annonce avait été faite avec beaucoup d'enthousiasme, mais aujourd'hui, la ville fait machine arrière. Dès demain, le bois de la Cambre ouvrira partiellement aux voitures. Un accord qui tient compte d'un équilibre. Un équilibre entre la fonction récréative du bois, qui est fondamentale pour nous. Beaucoup de Bruxellois n'ont pas d'espace vert, n'ont pas, dans leur quartier, n'ont pas de balcon, n'ont pas de jardin. Et le fait aussi qu'il ne faut pas asphyxier Uccle. Et oui, pendant le confinement, pas de problème de circulation, mais depuis une semaine, la chaussée de Waterloo bouchonne encore plus que d'habitude. Des pétitions ont été lancées d'abord pour rouvrir le bois aux voitures, ensuite pour le laisser fermer. Finalement, un accord a été trouvé. La partie nord rouvrira demain, la partie sud, autour de Lac, restera fermée. Entre les deux, une zone tampon pour le parking. Et le dimanche, tout le parc sera fermé. Ça, c'est comme avant. Pour autant, c'est déjà un grand soulagement pour de nombreux Uclois. Moi, je suis demandeur d'une réflexion de fond, d'une réflexion qui soit, je le disais, concertée, mais qui puisse s'inscrire aussi sur le long terme. Une solution sur le long terme, c'est ce qui est sur la table pour les prochains mois, pour que le bois de la Cambre devienne un Central Park à la bruxelloise, mais que la circulation reste fluide aux alentours. Il y a un plan qui est décidé au niveau régional. On a dit qu'on voulait bien se mettre à table, en effet, pour l'étudier. Il va encore un pas plus loin. Il va réaménager l'espace. Ça veut dire qu'à terme, près de 80% du bois sera uniquement consacré à l'activité récréative. Dès septembre, l'avenue Diane pourrait par exemple devenir l'unique axe automobile du parc. Il serait alors mis à double sens. Une piste envisagée, mais rien n'est encore décidé. Affaire à suivre. Alors Pauline de Glum, donc cette crise s'est apparemment résolue dans la semaine, mais il y avait eu cette bagarre de pétition juste avant, c'était assez impressionnant. Oui, c'est Bruxelles, hein. On voudrait tous être du bon côté, je pense, de l'histoire et pouvoir annoncer que non, les voitures, elles n'ont rien à faire dans un parc, et donc on en finit avec cette hérésie, parce que oui, c'est vrai, c'en est une, mais en attendant, la réalité, elle nous a vite rattrapés aussi. Parce qu'en fait, parce que l'impact était réel et il était quand même fort en fait du côté de la chaussée de Waterloo. Donc je pense que même si c'est un peu nul et que tout le monde aurait envie de pouvoir avancer là-dessus, c'était une réalité qui était difficile à nier en fait. Donc ce qui explique ce qui peut s'apparenter à une machine, ce qui est une machine arrière, et en même temps on est dans une situation maintenant où chacun peut quand même y trouver son compte. Je pense qu'on nous aurait dit il y a 3 mois que la boucle sud du bois elle était réservée aux cyclistes, joggeurs, skateboarders et autres. On aurait dit non, jamais. Donc voilà, on va quand même pouvoir profiter plus du bois cet été. On verra. Philippe Claus, est-ce que vous avez fait machine arrière? Est-ce que vous avez eu tort il y a 1 mois et demi, 2 mois, quand vous avez décidé de fermer le bois? Non, mais donc deux choses importantes. Quand je décide de fermer, on entame le Covid. Il y a quand même une vraie leçon qu'il faut tirer de cette crise du confinement, du crise du coronavirus, c'est que tout le monde n'a pas vécu le confinement de la même façon en région bruxelloise. La dualisation de Bruxelles, elle existe. Si vous êtes dans une villa avec jardin ou avec un grand balcon, une grande terrasse, vous ne le vivez pas de la même façon que dans le quartier Anessens, dans un logement social à 70 mètres carrés, sans balcon. Et donc, très vite, c'était de dire, on a des espaces verts, il faut des zones de délassement. Sinon, les gens ne tiendraient pas. Et si les Belges et les Bruxellois ont tenu, c'est parce qu'on a quand même aménagé quelque chose. Vous vous souvenez qu'il y a eu un gros débat, une grosse bagarre entre le fédéral et la région sur peut-on circuler au-delà du kilomètre à côté de chez soi. Rudy Vervoort s'est fâché très très fort. Le bois était un des enjeux, même si tout le monde n'y allait pas, qui était de dire, mais on avait l'impression qu'on devait réserver à certains. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a 2 couronnes.
Rudy Verwoerd l'a redit encore aujourd'hui sur Twitter, entre les gens qui ont la chance avec beaucoup d'espace vert autour d'eux, et moi je vais prendre le Pentagone, où objectivement, à part le parc Royal, il n'y a pas beaucoup de parcs, il y a quelques parcs, on a un peu aménagé la porte de Ninove, un petit peu le parc Fontenas. Le bois de la Cambre, c'est un enjeu en effet qui permet aussi d'éviter cette dualisation et d'éviter les quartiers qui sont des NAS. Moi je veux des quartiers qui soient des SAS, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre. Et donc, mais ma responsabilité, je l'ai dit immédiatement, si vous reprenez toutes mes interviews, je voulais un accord avec Uccle. Parce que j'en ai marre qu'on nous dise... Et pourquoi vous ne l'avez pas eu alors? Oui, parce que vous avez d'abord dit quand même jusqu'au 31 août. C'est là où on peut dire qu'il y a peut-être eu un peu de... Je l'ai eu jusqu'au 31, en effet. Et donc j'ai dit, je vais me mettre à table avec... J'ai dit d'abord que je l'envisageais jusqu'au 31. Moi, je pense que dans cette région, on gagne toujours quand on fait un accord. Monsieur Fadoul a fait un long article sur l'histoire du bois. Et vous avez vu qu'il n'y avait jamais eu d'accord. Il n'y a jamais, non seulement il y a eu d'accord, mais il y a des marches avant, des marches arrière. Et puis moi, j'en ai eu un, et il est définitif, cet accord-là. Donc, sur le fait de ce que vous avez aujourd'hui, pour être très simple pour vos téléspectateurs, ce qui existait certains week-ends et certaines vacances est définitif 365 jours par an. C'est-à-dire que la fermeture... Même après l'été. Même après l'été. Donc ça, toutes les communes sont d'accord que cet espace qui est sanctuarisé autour du lac, qui aurait cru ça? Qui aurait cru, il y a 4 mois, qu'on sanctuariserait comme zone récréative toute la zone autour du lac? Mais en même temps, j'ai entendu mon collègue, et c'est mon boulot comme bourgmestre de Bruxelles, d'aussi entendre ce qui se passe. Nous ne sommes pas une île à la ville de Bruxelles, je l'ai toujours dit, ce qui se passait. Et c'est vrai que la chaussée de Waterloo subissait de plein fouet ces 2 entrées par l'avenue de Frey et l'avenue Churchill. Et donc, on ne perd jamais dans cette région à créer du dialogue, à trouver des solutions ensemble. Karim Fadoul. Vous avez dit dans plusieurs interviews que vous aimeriez que le bois de la Cambre devienne un peu le Central Park de Bruxelles. Votre prédécesseur avait voulu... Le Central Park est traversé par des voiries. Votre prédécesseur Yvan Mayer souhaitait que la place de Brucker devienne Times Square. Le modèle, c'est ce qui se fait à New York. C'est ce qui se fait à New York. Est-ce qu'on ne devrait pas, une question un peu naïve, est-ce qu'on ne devrait pas revenir un petit peu à l'échelle bruxelloise, quoi? Ça reste une petite ville. Je pense que les gens sont demandeurs, non pas que ce soit qu'il y ait des grands barnums dans Bruxelles, mais plutôt que ce soit une ville qui puisse être... Est-ce que vous voyez trop grand? Je vais me permettre de parler... Chaleureuse, conviviale... Je vais me permettre de parler de Central Park, administrative, que je connais bien pour vivre depuis 26 ans avec une New-Yorkaise. Donc, objectivement, Central Park, c'est plus petit que le bois de la Cambre et la forêt de Soignes, qui est beaucoup, beaucoup plus grand que Central Park et qui est situé ailleurs. Qu'est-ce que je voulais montrer comme option en parlant de Central Park? C'est que Central Park relie l'Est et l'Ouest de New York, ce qui est le cas du Nord et Sud par rapport aux artères qui sont là, mais que le week-end, tous les week-ends de l'année, ces artères sont fermées. C'était ça l'idée que je voulais donner, de dire qu'on peut avoir des artères qui sont principielles dans New York, qui relient vraiment d'un côté le côté gauche et droit de Manhattan. Et ici, ce que je voulais donner, je ne l'ai pas donné par hasard, vous me connaissez un peu, je ne donne pas les exemples par hasard, c'était de dire, mais on peut avoir une fonction de semaine, et une fonction de week-end. Ce que je suis plutôt content, ici même très content, c'est d'avoir vraiment sanctuarisé la zone autour du lac. Et pour le reste, je le répète, ce dialogue, on l'a créé, il va continuer. On a réussi à mettre cette partie, 2 communes, demain 4 communes, la région, la ville, alors qu'on explique toujours qu'on ne sait pas travailler ensemble. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Par contre, même s'il y a accord sur la manière dont il a été communiqué ensuite, là, c'était assez fou parce que on avait un communiqué qui ne parlait que d'hypothèses qui étaient mises sur la table, c'était prudent. Et puis, on a une communication de Groen, la ministre régionale de Bruxelles de la Mobilité, avec un schéma, avec une date au 1er septembre, avec vraiment une affirmation que ça allait être comme ça, que c'est définitif. Non, mais surtout, qu'est-ce qu'il en est? Moi, je vais vous dire. C'est la version du communiqué, la version que vous avez maintenant. Des hypothèses. Moi je ne condamne pas les communications des autres, ils font ce qu'ils veulent, je m'en tiens au communiqué qui non, il y a vraiment des gens qui ont pensé ce jour-là, ok, donc à partir de septembre, c'est comme ça. Et vous, dans votre communiqué, qui est parti de la ville, on parle quand même, il y a une prudence, on parle de concertation, d'hypothèses. Vous connaissez mon sang-froid, ma méthode, donc moi je fais avec sang-froid et méthode. Quand on fait un accord avec cette partie politique, la région, des communes, on communique, mais l'important c'est le résultat. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a cette sanctuarisation de tout ce qui est autour du... Mais donc pour cette phase... Non, pas pour l'été, pour tout le temps. Donc j'ai fait passer hier au collège l'arrêté qui fixe... Au-delà du 31 août. Au-delà du 31 août, qui fixe autour du lac. C'est fini ça. Le seul débat qui reste, et ça c'est aussi simple, c'est les 2 entrées qui viennent de l'avenue de Frey et de l'avenue Churchill. Est-ce qu'on continue à les faire passer, pour ceux qui connaissent, par l'avenue de Flore en boucle ou sur un double sens de l'avenue Diane? C'est le seul débat. Pourquoi? Parce que dans le plan Good Move, et je veux aussi montrer que la ville de Bruxelles n'étant pas une île, elle peut étudier les plans de la région, il y a une option qui me semble au moins intéressante à regarder. Simplement, elle nécessite plusieurs choses. Des choses très simples. A-t-on la place
combien de bandes mettons pour absorber. On a demandé que cet été il y ait des comptages, qu'au moins tout le mois de juin, même si on est en sortie de Covid, donc c'est pas la même chose. Donc on voudrait quand même avoir un comptage précis pour savoir ce que ça donne. 2, j'ai des concessionnaires. Vous savez qu'il y a 400 emplois dans le bois. Il y a plein d'entreprises qui sont là. Je les rencontre encore la semaine prochaine. Pour le moment, ils sont plutôt satisfaits de la décision. J'en ai eu beaucoup au téléphone. Tous les concessionnaires du bois, ce sont nos clients aussi. Donc on parle du Chalet Robinson, par exemple. Les jeux d'hiver, la patinoire, le théâtre de poche. C'est tous des locataires de la ville de Bruxelles, puisque toutes les concessions appartiennent à la ville de Bruxelles. Donc vous devez penser à eux aussi. Donc je dois penser à mes clients aussi. Alors, on voit que si vous arrivez à vous mettre d'accord avec cette partie, il y a peut-être moyen de créer un gouvernement fédéral. Mais ça, on en parlera peut-être un autre moment. Je laisse ça à Paul Nagel. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités, les têtes d'affiche. Ils ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. Je vais commencer par Dries van Langenhove, un jeune député Belang, fan de Lockdown Parties, ou Felice Mazzu, entraîneur talentueux qui rejoint l'Union pour avoir fait les beaux jours de Charleroi et de White Star, Victoria Ostraat, députée régionale élue il y a un an, virée de Dire Animal, ou Véronique De Keyser, la nouvelle présidente du Centre d'action laïque. Qui choisissez-vous? Dries, Felice, Victoria ou Véronique? Alors, Felice Mazzu, d'abord parce que je trouve que c'est un entraîneur extraordinaire. Vous savez, ma passion pour le sport. Je vais même de temps en temps à l'Union. Vous savez, mon amour pour le Sporting d'Anderlecht, mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que... Qui reviennent à Bruxelles, finalement. Oui, d'abord, parce qu'il avait quand même été entraîneur à Woluwe. C'est un entraîneur génial. Malheureusement, ça n'a pas marché à Genk, mais je pense que Felice, il a un vrai génie et il a surtout une vraie humanité. Je trouve que dans ses interviews, dans la façon dont il a une vraie générosité. Et l'Union Saint-Gilloise, pour tout qui y a déjà été, il y a une ambiance très particulière et je suis convaincu qu'il va beaucoup apporter à ce club qui a écrit les belles histoires du football dans notre région et qui continuera à les écrire. Donc oui, je trouve ça une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi qu'en Division 2, c'est pas le vrai nom, il y a maintenant 2 clubs bruxellois, puisqu'il y a le REDM et l'Union. Et à propos d'Anderlecht, ce changement de président du conseil d'administration, bonne nouvelle ou moi, ce que je veux retenir dans tout cela, c'est le rôle de Vincent Compagnie. Je pense qu'il y a quelque chose de très touchant dans la façon dont Vincent, qui aurait pu accepter des offres un peu partout, a décidé de s'investir à Bruxelles. C'est un quête de Bruxelles. Il y a un respect énorme des supporters d'Anderlecht pour Vincent Compagnie, mais aussi de tous les jeunes des quartiers. Il a grandi dans le quartier nord, il est allé à l'école à Bruxelles et il est extrêmement touchant parce qu'il croit dans la jeunesse bruxelloise. Il est vraiment une icône et il a décidé de refuser d'autres offres pour rester au moins 5 ans au Sporting d'Anderlecht pour monter ce projet extrêmement ambitieux. J'entends parfois des gens dire qu'il ne va pas y arriver. Moi, en tout cas, des gens qui sont comme lui, entreprenants, qui ont envie de faire bouger les lignes et qui croient dans un projet porteur pour Bruxelles, j'ai envie de les soutenir. Et être administrateur d'un club et bourgmestre d'une autre commune, c'est bien ? Oui, c'est bien. Écoutez, je rappelle, parce que tout le monde me demande, je ne suis pas rémunéré, je ne suis pas actionnaire et je paye moi-même mon abonnement. D'accord, mais être président d'un club de foot... Je ne suis pas président. Attendez, je ne parle pas de vous. Président d'un club de foot et président d'un parti politique, Georges-Louis Boucher au Franc-Borin, ça, c'est bien ou c'est pas bien ? Ça le regarde de nouveau. Moi, je pense, écoutez, chacun a ses parcours de vie. Moi, j'ai toujours été passionné de sport. Je joue au rugby, on commence à le savoir. Mais j'ai toujours adoré tous les sports. Et quand, en effet, Marc Cook m'a proposé de devenir administrateur indépendant, j'ai trouvé que c'était une opportunité. Je l'embêtais beaucoup, comme j'avais embêté avant Van den Stock, sur l'ancrage bruxellois d'Anderlecht qui manque, je le dis toujours, et pour lequel on travaille avec Karel Van Etveld là-dessus, parce que je pense, et avec mon collègue Fabrice Kums, je pense qu'Anderlecht a une vraie... C'est l'histoire de Bruxelles, et je veux que ce soit le cas. Est-ce que j'y apporterai quelque chose? C'est ce que je souhaite. Si ça ne marche pas, Anderlecht se passera de moi et continuera sa vie. Et Van den Noot sera plus bruxellois que Cook? Bon, c'est pas une question d'abord. Cook reste à l'actionnaire de référence. Oui, comme président. Van den Noot a un côté, je trouve, très intéressant, c'est ce qu'il a réussi à allier entre les médias et le sport. Vous savez, c'est un ancien journaliste, donc c'est un journaliste qui a fait une carrière incroyable dans ce qu'il touche. Et en tout cas, avec le duo qu'il fait avec Karel Van Etveld, ou plutôt le trio, même avec Vincent Compagnie et Karel Van Etveld, il y a quelque chose d'important. Et Marc Cook reste aux commandes, en tout cas comme actionnaire de référence. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé et pourquoi? Brussels Airlines en sursis avec les discussions de la Lufthansa avec l'État allemand, la façade du MR qui a été taguée puis nettoyée très rapidement, Indochine qui préfère Lille à Bruxelles pour ses concerts, les moules qui sont arrivés ou les masques qui ont du retard. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Brussels Airlines. J'étais en conversation avec le responsable syndical qui s'occupe de ça à la CNE il y a 2 jours, parce qu'il habite le centre-ville et je le connais bien.
C'est 1000 familles qui sont pour le moment menacées par ça. Et moi, je veux le dire aussi, on a besoin d'une compagnie aérienne à Bruxelles. Il faut arrêter de croire que ça va fonctionner sans une compagnie. Il y a une espèce de petite musique qui tourne comme ça, qu'on pourrait s'en sortir. On n'a pas le choix, vous dites. Non, mais si on veut être une capitale internationale, ou alors on décide d'être autre chose. Mais si on veut créer les emplois, parce qu'on parle entre 30 000 et 50 000 chômeurs de plus avec cette crise. Moi, mon job comme bourgmestre, c'est de leur trouver un avenir à ces personnes. Moi, je ne vais pas créer une région ou une ville à 2 vitesses, où il y aura une partie des gens qui seront là avec une certaine... Voilà, ils seront un peu nantis, ils n'auront pas trop à se soucier du quotidien, et puis des gens qui vont être des survivants. Ça, c'est pas le Bruxelles que je veux. Bruxelles Airlines, c'est les connexions à Bruxelles. Les connexions à Bruxelles, c'est ce qui assure aujourd'hui toute l'activité touristique de Bruxelles. L'activité touristique de Bruxelles, on l'a positionnée comme capitale internationale, une référence dans le monde. On est cité partout. On a besoin d'une compagnie aérienne. Et de nouveau, je l'ai dit dans une interview chez vous, Madame de Glum, ce que l'Allemagne est capable de faire, on doit être capable de le faire. Pourquoi ? L'Allemagne a besoin de ses partenaires européens. La globalisation des dettes au niveau européen, c'est ça. N'oubliez pas que la force de l'Allemagne, c'est sa balance commerciale. Donc si l'Allemagne arrive à monter dans Lufthansa, il faut que Mme Wilmez voit, comme à l'époque, M. Verhofstadt a tout fait pour sauver Bruxelles Airlines. Et je rappelle qu'à l'époque, c'est la Flandre, la Sabena. Mais pour créer Bruxelles Airlines, c'est la Flandre qui a refusé d'investir dans Bruxelles Airlines. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut négocier en commun avec l'Allemagne le fait de monter dans Lufthansa, qui d'ailleurs n'a pas le choix. Regardez, aujourd'hui, le patron a expliqué qu'il ne savait pas payer les salaires de juin. Donc, où ces gens continuent à se dire, parce qu'aujourd'hui, c'est un capital privé, Lufthansa, mais où on comprend qu'il faut, et l'actionnaire public doit se faire respecter, et il faut un avenir pour ces familles, ou à un moment donné, on aura un gros problème à Bruxelles. Et M. Claude a dit pour le tourisme, mais c'est vrai qu'en discutant avec les politiques qui partent en mission économique, c'est quelque chose qui revient énormément. Donc les investisseurs le disent, les connexions directes sont un facteur de décision pour investir à Bruxelles. Toute autre chose, les types de masques. Lequel portez-vous ou porterez-vous, lequel ne porterez-vous pas? Je vous en propose 5. Le masque transparent. Donc permettre de voir un sourire par exemple, le masque Allez les mauves, un peu de pub, le masque en tricot, avec des trous mais fort agréable, le masque de Bardewever, celui qu'on emploie au carnaval d'Alost, ou le masque à tirette pour boire et manger. Ben moi j'ai déjà le masque de la ville, puisqu'on était quand même une des communes qui avions le masque. Donc c'est un peu le masque Allez les mauves, mais Allez oui, le masque Allez les mauves, rouges je et trouvais bien, puisqu'en plus ça va pour une œuvre et que ça a permis, notamment ils ont fait un gros don à l'hôpital Bracops, qui comme vous le savez est un hôpital public cher à mon cœur aussi, comme tous les hôpitaux publics. Donc non, je pense que les masques, voilà, je ne vais pas commenter, je les laisse se débrouiller sur les masques fédéraux, où je pense que ça devient quand même un petit peu risible. On pourra quand même se souvenir d'une chose dans cette crise, c'est le rôle des communes. Souvent, on dit les communes compliquées. Qui a été en première ligne tout le temps? Qui a fait ses commandes? Qui était près de la population? Qui était dans les maisons de repos? Qui était vraiment au chevet des gens? Ce sont les pouvoirs locaux, quoi. Il faut quand même aussi leur reconnaître ça. Il faudra, dans cette gestion de crise, comprendre que lors de la déconcentration et la décentralisation, elle a du bon. C'est aussi des niveaux de pouvoir dans lesquels les gens ont confiance, quoi. Et donc, voilà, il y a la région aussi était en retard par rapport à oui, tout à fait, mais donc les pouvoirs locaux, en tout cas beaucoup de communes ont été prêtes avant d'autres pouvoirs qui avaient normalement plus de masse. C'est les communes qui ont été les plus rapides. Pourquoi est-ce que nous, on a été dans les communes qui avons été les proches le plus vite? Je vais être très franc, on a une chance, c'est qu'on gère 4 hôpitaux. Saint-Pierre, Bruckmann, l'hôpital des enfants et Bordet. Et très vite, les responsables des services d'infectiologie de Saint-Pierre nous ont dit, il faut regarder ce qui se passe en Asie, il va falloir des masques. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra apprendre. Il vaut mieux dire à la population qui a quand même été extrêmement mature. Il faut quand même se remettre dans le contexte de ce qu'on a demandé aux gens pendant 2 mois et demi. Et de dire, écoutez, des masques, il va falloir en faire, fabriquons-en. Pourquoi ce qu'on a dit, ça n'est pas nécessaire? C'était une erreur de dire ça. Enfin, nous ne l'avons pas dit nous, mais ceux qui l'ont dit ont fait une erreur. On savait qu'en regardant ce qui se passait dans notre pays, on allait en avoir besoin. Ne fût-ce que pour rétablir la confiance qui pouvait exister entre les citoyens. Voilà, maintenant, il y aura des leçons à tirer. Moi, je veux toujours y voir des opportunités. Ces crises sanitaires, malheureusement, elles risquent de réarriver parce que notre mondialisation aussi de la santé et des maladies existe. Eh bien, nous devons en tirer des conséquences. Refinancer largement nos systèmes de soins de santé, c'est important, on l'a vu, mais aussi tirer des conséquences sur ce qui peut arriver. On parle de refédéraliser un peu plus la santé, par exemple. Il y a déjà eu un blocage complet des parties du Nord, vous l'avez vu. Donc, CDNV notamment, mais ce que vous dites aussi, qui est intéressant, c'est que la fusion des communes, c'est un peu le discours contraire qu'on a tenu là, avec ce qui s'est passé avec le Covid. Là, je pense que c'est la meilleure réponse à la fusion. Celui qui ne voit pas le rôle que les bourgmestres, les élus locaux ont eu dans le contact avec la population, dans le rassurer. Et de nouveau, ce n'est pas que je choisis un niveau de pouvoir plutôt qu'un autre.
dans l'histoire du bois de Lacan, dans l'histoire des problèmes de sécurité, dans l'histoire des hôpitaux, la mutualisation et la concertation, c'est la clé. La Belgique, c'est pas un État jacobin comme la France, c'est plutôt un État qui ressemble au fédéralisme allemand, avec des certaines autonomies. Ce qui nous manque parfois, reconnaissons-le, là c'est l'institutionnaliste qui parle, c'est les hiérarchies de normes. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas de hiérarchie de normes fait que le niveau de pouvoir s'annule. Ça c'est une catastrophe en Belgique. Il n'y a pas un moment donné où ça se fait, on arbitre, et le comité de concertation est un comité d'entérinement, mais qui ne fonctionne pas. Mais pour le reste, les pouvoirs locaux ont un rôle majeur dans cette crise. Oui, les pouvoirs locaux d'un côté, et puis comme expliquer aux gens aussi, quand on leur dit qu'il y a 7-8 ministres de la Santé, il y a un ministre qui s'occupe de la commande des masques, je veux dire, c'est quand même un discours l'histoire des masques, c'est ridicule. C'est quand même un discours qui a du mal à passer, c'est quand même un schéma qui a du mal à être intégré. Les gens se disent, c'est incroyable, il n'y a qu'en Belgique, pays du surréalisme, qu'on peut avoir des situations mais comme vous croyez celle-là. qu'il y a combien de ministres de la Santé en Allemagne? Il y en a 14. Et donc c'est pas parce qu'il y a, enfin même plus. C'est pas la question. Si la question c'est ça, on a un pays beaucoup plus petit. Mais au-delà de ça, le débat c'est de savoir ce qu'ils font et comment ils se parlent. Aujourd'hui, le problème du ministre de la Santé en région bruxelloise, c'est des matières tout à fait qui peuvent être déconcentrées. C'est de savoir la programmation des hôpitaux. De quoi a-t-on besoin dans des bassins de soins? Si vous regardez ce qui se discute à l'INAMI, c'est les bassins de soins. C'est pas pour ça que la sécurité sociale est régionalisée. Ça a été... Non mais c'est ça les ministres de la Santé. De quoi font-ils? L'autre ministre de la Santé de la communauté, c'est les campagnes de prévention, qui peuvent ne pas toujours être les mêmes entre les régions, on le sait. Donc, moi je défends l'État fédéral parce que je pense que dire, comme ça a parfois été dit par certains présidents de parti, on repart d'une page blanche et on écrit, c'est n'importe quoi. C'est pas l'histoire de la Belgique. La Belgique, elle s'est construite en effet comme un territoire artificiel à la base. Et bon, sorry de faire un peu d'histoire du droit, mais dire qu'on repart d'une page blanche ou qu'on va tout simplifier, c'est pas vrai. En France, il y a un seul ministre. Je ne suis pas certain que la France est tellement mieux gérée que d'autres pays européens. À ça, en tout cas, ça c'est vrai comme remarque, on l'a senti au niveau de la population, qu'il y a eu une association à tort ou à raison de la multiplicité des ministres. Oui, mais ça c'est parce que c'est tellement... Quand vous dites, ça a l'air plus compliqué parce qu'on est plus à décider. Pas causalité, mais en tout cas pour les gens, moi je suis pas de partis différents et donc forcément le discours peut être également différent. Mais vous savez comme moi qu'un slogan comme ça n'explique pas grand-chose. Ici, dans une émission, on a le temps d'expliquer. Si vous sortez un slogan, 7 ministres, c'est on dit juste que dans une crise comme celle-ci, il y a besoin de clarté. Mais je vais t'en donner un. L'urbanisme. Parlons pas de la santé, parlons de l'urbanisme. Quand il y avait un ministre de l'urbanisme au fédéral, vous savez à quoi ressemblait Bruxelles? Je sais, la bruxellisation. C'était une catastrophe. On créait des autoroutes urbaines. Quand l'urbanisme est devenu régional, on a créé plein de ministres de l'urbanisme. Mais au moins, ils sont adaptés au territoire. Sur la santé, l'important pour moi, c'est les soins de santé. La sécurité sociale, ça doit être parce que c'est ça qui est la clé de la solidarité. C'était très dur de parler de soins de santé pendant des années. C'était pas le sujet. Pour le PS, c'est une catastrophe puisque c'est notre ADN. On essayait de parler de soins de santé, tout le monde nous envoyait. Maintenant, c'est devenu le sujet numéro 1. On a compris que ce qu'on a créé comme sécurité sociale, c'était fondamental. Donc moi, je n'ai aucun tabou sur l'efficience. Il faut regarder où c'est le plus efficace. Mais s'il vous plaît, pas de simplisme. La Belgique, oui, elle s'est construite en effet sur du fédéralisme, sur des communautés qui ont parfois du mal à s'entendre. Mais juste dire... On va faire table rase de tout ça, vous l'avez vu. On a parlé 2 secondes de revitalisation de soins de santé, il y a déjà une majorité des partis flamands qui ont dit non. Moi, je vais le dire très clairement. Continuer à gérer les soins de santé avec un numerus clausus, ça n'a aucun sens. On recrute tous nos médecins partout dans le monde, mais on ne peut plus en recruter en Belgique. Il faut arrêter ce numerus clausus. Et moi, si demain on me dit, je vous le dis franchement, qu'on régionalise le numerus clausus pour que chacun se débrouille, parce que la Flandre ne veut pas lâcher le numerus clausus, eh ben nous on formera des médecins à Bruxelles. On va passer à un autre sujet, au télétravail. Parce que mercredi, l'émission Versus accueillait des invités pour débattre de l'avenir du télétravail, très utilisé pour l'instant, évidemment, mais que va-t-il en rester demain? Extrait de ces échanges arbitrés par Michel Gaillère. Si on pense qu'on va télétravailler et qu'on va pouvoir s'occuper de ses enfants, faire ses courses et gérer tout ce qu'il y a dans sa maison, évidemment, c'est une erreur et c'est ce qu'on se rend compte avec ce confinement. Maintenant, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce que veulent les parents, de manière générale, c'est une réduction du temps de travail. Ils veulent travailler moins en préservant une rémunération. Travailler moins et pas travailler autrement. Le télétravail, c'est sur base volontaire. On n'impose pas le télétravail, c'est pour ça qu'on parle en théorie. Mais c'est pour ça qu'on parle de convention. On ne va pas obliger toutes les mères d'une entreprise à faire du télétravail. Florence Castro, est-ce que de facto, vous avez senti, vous, ça comme femme, comme mère de famille, qu'il y avait parfois une espèce de détresse cachée derrière le télétravail? Chouette, j'ai du télétravail. Non, ça veut dire qu'en fait, je dois, en plus de travailler, m'occuper de mes enfants. Vous l'avez vu ça dans votre pratique, vous?
Non. Enfin, c'est arrivé, mais je dirais qu'en général, ceux qui choisissent de faire le télétravail, avant le Covid, parce que voilà, oui, bien sûr. C'est des gens qui étaient assez satisfaits, justement. Et il y a quelque chose, une notion importante qui ressort, c'est que ça leur permettait, quand leurs enfants n'étaient pas là, de pouvoir être beaucoup plus concentrés sur leur travail. C'est un truc... et du coup, ça leur permettait d'avoir une journée entière pour ne pas être dérangés par des collègues, des coups de fil, des trucs comme ça, et de beaucoup mieux se concentrer. Et j'accompagne aussi des hommes, et il y en a quand même quelques-uns qui le font aussi, et je crois que ça devient un peu plus égalitaire à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a déjà une évaluation, Philippe Claus, un bilan du télétravail, tel qu'il a été fait notamment à la ville de Bruxelles? C'est plus de 1000 personnes à la ville de Bruxelles qui ont télétravaillé, il est très positif. Alors, il est positif avec une balance et une nuance importante, pas de télétravail toute la semaine. Parce que le contact social et aussi le fait, ce qu'on remarque des personnes, c'est qu'elles travaillent plus qu'au bureau. Il n'y a pas ces petits moments sociaux, comme on dit, la discussion à la machine à café, le petit quart d'heure quand on arrive. On ouvre son ordinateur et on est connecté. Donc tous les matins, il y avait 1000 connexions. Il n'y a pas de problème de mobilité aussi. Alors, je vais y venir après. Pourquoi ça peut être une opportunité pour Bruxelles. Mais donc, important, beaucoup de gens hésitaient sur le télétravail, notamment nos directions et tout ça. Aujourd'hui, on va passer à 2 jours sur 5. Donc 2 jours sur 5, les gens sur base volontaire pourront télétravailler. N'oubliez pas que si on diminue de 10% la pression automobile... Il y a des 1000 personnes qui sont actuellement en télétravail. Non, je parle de ceux de la ville. Oui, ceux de la ville. Oui, c'est pas les fonctionnaires, je pense. Voilà, donc évidemment, les ouvriers ne peuvent pas être en télétravail. On parle évidemment des employés, mais le CPS va faire la même chose. Donc on discute avec les syndicats des modalités par rapport à ça, mais c'est vrai que la technologie nous a permis de le faire, et donc on va multiplier ça. Et n'oubliez pas que ça a un impact très fort en termes de mobilité. Si on diminue de 10% la pression automobile, c'est 40% des embouteillages qui diminuent. Et donc aujourd'hui, on doit vraiment étudier ça. Mais en même temps, c'est une conséquence économique. Que va-t-il arriver du marché de bureau? Donc on oublie de le dire, mais le Covid, il va changer beaucoup de choses. Qui va encore acheter un appartement sans balcon? Ça va être compliqué. Qui va encore louer des appartements sans balcon? Les gens vont se demander ce qui se passe. Pharmacie, sandwicherie, le midi dans le centre, qui vivent... L'autre aspect, c'est qui, en effet, par rapport à tous ces commerces. Donc le télétravail, il va bouleverser... En effet, comme Madame de Glum vient de le dire, toute une série de pratiques. Et donc, on essaie d'avoir un observatoire. Ce que je trouve intéressant, je pense, au niveau de la région, c'est d'avoir un observatoire de ce télétravail. Mais je le répète, le télétravail, il faut tenir compte aussi des conditions de travail des gens. Il n'est pas question que des gens soient full-time en télétravail, parce que je pense que c'est mauvais. Mais justement, le télétravail n'est destiné qu'aux personnes qui ont l'habitude d'être devant un PC et de pouvoir travailler à distance. Ok. Est-ce qu'on a pensé à ces personnes, jardiniers, ouvriers, techniciens, à la ville de Bruxelles ou même ailleurs, quelle pourrait être pour ces catégories de personnes-là, pour ces catégories de travailleurs-là, je dirais la forme de télétravail? Comment pourrait-il travailler sans être présent physiquement? Alors qu'un jardinier, il est obligé d'être présent sur le terrain, on est bien d'accord. Mais eux aussi peuvent se sentir exclus de cette facilité qui est autorisée à une certaine catégorie de travailleurs. Parce que dans votre question, ça voudrait dire que le télétravail, c'est un peu un congé déguisé. Le télétravail, c'est travailler. C'est travailler, mais ça permet de ne pas devoir faire face aux embarras de circulation le matin, de pouvoir gérer une série de choses, aller déposer ses enfants à l'école et les chercher. Ceux qui télétravaillent dans les bureaux, les autres qui doivent encore y aller, ils vont avoir moins d'embouteillages. Et ceux qui travaillent par un jardinier, sa chance, c'est qu'il travaille plus tôt. Il vient avant les embouteillages. Si on prend celui-là, on va dire la même chose pour un policier. On a adapté les chiffres des policiers. Difficile de télétravailler pour un policier, peut-être pour faire une partie de CPV ou des choses comme ça, mais il y a eu beaucoup de télétravail à la police de Bruxelles. Donc ce que je veux dire, c'est que la personne déjà qui travaille dans un écran au centre administratif ou qui travaille dans un parc de la ville, il n'est pas du tout dans le même type de travail. Ce que disait une des intervenantes justement, c'est peut-être réduire le temps de travail. C'est clair, ça c'est une revendication du PS depuis longtemps, donc ça, on en est convaincu par rapport à cela. Ça existe dans certaines communes. Donc nous, le 4 jours semaine. Oui, donc je pense que c'est des expériences. Alors, il existe sur une petite frange des gens et compagnie. Ça doit se négocier évidemment complètement et dans des accords sectoriels, mais évidemment qu'on va débattre de ça. Alors évidemment, on est dans un moment où ça va être compliqué de débattre. On va être en crise économique. Il ne faut quand même pas se tromper non plus, mentir aux gens. Aujourd'hui, ça va être de préserver l'emploi. Moi, je vais être très clair. J'ai fait appel au chômage temporaire pour une partie de nos employés. Idéologiquement, ce n'est pas le truc le plus soft qu'il y a, mais je voulais préserver les emplois. Nous, c'est plus de 4500 emplois rien que la ville. Si vous prenez toute la ville de Bruxelles, tout ce qui dépend de la ville... Vous avez mis combien de personnes en chômage temporaire? On avait 1 millier de personnes. En fait, c'était principalement les femmes de ménage dans les écoles. Oui. Mais on a compensé complètement leur salaire brut. Donc, on a vraiment veillé... Ils n'ont rien perdu. Le complément, parce que tout dernièrement, encore cette semaine, il y avait un retour sur lequel ils n'avaient pas touché. Ils n'avaient pas encore touché. Le complément de la ville pour ne pas perdre... Ils sont en train de le toucher, mais on avait avancé la prime de fin d'année, le pécule de vacances. Donc au niveau du cash qu'ils ont reçu, comme on avait avancé, et ils sont en train de le toucher maintenant. Et donc on va vraiment aligner pour qu'ils ne perdent rien comme ça. Et c'était un gain de 1 million pour...
Oh, ça montait à 2 millions en tout cas par mois pour la ville de Bruxelles. Je propose de passer à un autre sujet qui est quand même très important. Cette semaine, on en a beaucoup parlé et on en parlera encore la semaine prochaine. Ce sont les écoles. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'on va rouvrir les écoles, les maternelles et certaines classes de primaire? C'est une interrogation beaucoup entendue cette semaine suite à cette décision des autorités. C'est le bonheur des pédiatres qui le demandaient, c'est l'horreur pour les directions d'école et pour certains syndicats, dont la CGSP, qui vient de déposer un préavis de grève pour la semaine prochaine. Exemple dans ce collège de Gansoren, Marie-Noël Dinan et Fred Dehaedo. Entre deux appels téléphoniques, le directeur du Sacré-Cœur de Gansoren tente d'analyser l'ampleur de la tâche qui l'attend d'ici le 8 juin. Donc cette classe va devoir être vidée, redéplacée dans les 2 autres locaux, afin de permettre de recommencer les cours dans des conditions normales. Tout ça pour 15 jours, mais nous n'avons pas de personnel ouvrier pour le faire, parce que le personnel ouvrier continue à nettoyer tous les jours, de 6h30 du matin à 16h, les locaux. Nous n'avons pas une équipe de nuit pour nettoyer, donc on ne peut pas compter sur eux. Donc on fera de nouveau appel à l'équipe. Un peu plus loin, ces élèves de 6e primaire vivent leurs dernières heures de cours en petits groupes et surtout affublés d'un masque. La nouvelle circulaire ne les oblige plus à les porter. En classe, les professeurs aussi pourront s'en passer. Et heureusement, parce que voilà les masques que nous avons reçus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tissus des années 50, fauteuils, qui brûlent quand on les met au repassage. Très très bonne nouvelle, si ce n'est ici dans la salle des professeurs. Là, nous devrons continuer à les porter. En tout cas, c'est vivement conseillé. Mais la plus grosse difficulté reste la gestion des temps de récréation. Dans ce collège, il y a aussi des élèves en 6e secondaire, toujours soumis, eux, aux règles de distanciation sociale. Est-ce qu'on va travailler uniquement le matin? Est-ce qu'on va travailler toute la journée, mais avec la gestion du temps de midi, avec 460 élèves possibles? On ne sait pas. Il y a une latitude qui est laissée au pouvoir organisateur. Eh bien, on va y réfléchir. Réfléchir et espérer que tous les élèves reviennent en classe, histoire de ne pas creuser un peu plus les inégalités scolaires. Alors sur ces écoles, Karim Fadoul, vous avez des enfants de l'âge de ceux qui doivent retourner à l'école ou qui sont déjà retournés? Oui, certains sont déjà retournés. Comment ça se passe? Ce qui est compliqué, c'est effectivement la distance sociale avec les camarades de classe, c'est le port du masque jusqu'à présent, puisqu'après ce ne sera plus une obligation, c'est le port du masque, c'est compliqué pour un enfant de moins de 12 ans. De lui imposer un masque toute la journée. C'est le temps de midi qui est réduit, il faut manger d'une certaine manière. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on a vu qu'au fil des semaines, qu'au fil des jours, il y a eu différentes appréciations par rapport à la réouverture des écoles avec des discours différents entre la Flandre et la communauté française. Moi, ce qui me surprend, c'est que Yves Copiters, qui est professeur de santé publique, expliquait à la RTBF ces derniers jours que on passe un peu du rien au tout, du tout au rien. Et donc, les gens ont du mal à comprendre. On l'expliquait en début d'émission, c'est comme pour les commerces. On rouvre les commerces, mais on ne rouvre pas les écoles. Est-ce que vous estimez, vous aussi, Philippe Claus, que par rapport à cette épidémie, par rapport au déconfinement, est-ce qu'on passe aussi là maintenant, par rapport aux écoles, du tout au rien? Non, d'abord je voudrais juste corriger que c'est pas l'horreur pour les directions qui font un boulot incroyable. Je veux vraiment remercier, moi j'ai fait la visite des écoles lors de la première phase de déconfinement, que sur les auxiliaires d'éducation, les profs, les directions, le personnel d'entretien, les gens se sont mobilisés parce qu'ils voulaient que ces enfants reviennent. C'est vraiment impressionnant de voir. Alors certains avec des angoisses, il faut s'y entendre, mais je crois que beaucoup de parents ont compris le rôle. Un peu trop prudent avec les écoles. Le problème, c'est qu'on ne peut pas refaire la crise. Vous savez, il y a sûrement plein de choses où on ne savait pas, mais allez, moi je discute de temps en temps avec Marius Gilbert, que tout le monde connaît maintenant. C'est de comment on identifie les clusters, comment on ouvre des choses, comment on joue. C'est vraiment des curseurs tout le temps, quoi. Donc c'est ça la clé du confinement. Le confinement, quand on nous l'a annoncé, M. Fadoul, que Marc Van Rans parle des méthodes du Moyen-Âge qui fonctionnent. Moi, j'étais le premier à dire, mais il est fou ce type, on va pas fermer la ville, quoi. Or, en fait, ça a marché. C'était ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, quand on rouvre, pourquoi est-ce qu'on rouvre? Parce qu'on voit que les courbes, en effet, continuent à baisser 3 semaines après le début du confinement, et qu'on a lu ce que les pédiatres disent, donc on n'est pas distrait. Caroline Désir ne sait pas, le coup dit, oui, maintenant on rouvre. On sait que c'est compliqué pour les directions qui doivent changer du tout au tout. On leur a dit, le 4 mètres carrés, c'est important. Et puis les experts nous disent, en fait, on peut lâcher du lest. Et c'est vrai que moi, j'étais visité des écoles, vous le disiez, mais des enfants, heureusement, ce n'est que les enfants de 12 ans qui devaient porter un masque.
C'est horrible, hein. Vous rentrez dans une classe et vous voyez des enfants avec un masque, ça ne va pas. Alors je comprends qu'on les fait au début pour des raisons de santé, mais on ne peut pas demander à des enfants de porter un masque, c'est très très compliqué. Et donc moi je crois que c'est une très bonne mesure. Et si vous me permettez que je profite 2 secondes de l'antenne, il faut dire aux parents qu'il faut envoyer leurs enfants à l'école. C'est important qu'ils ne prennent pas de retard. Pourquoi Parce que retard scolaire, par rapport à la socialisation, par rapport tout, même si ce sont que les derniers jours de la saison. Mais peu importe, ils sont depuis 2 mois et demi sans contacts sociaux. Mais c'est pas une question de passer des examens. On sait que les examens, écoutez, moi, une des meilleures mesures qui est prise, Caroline Désir, c'est de dire, pour les rétos, pas besoin des examens. Il y a un prof de boxe-stage, je me souviens, à la RTBF qui explique, écoutez, on préfère donner 1 mois de cours que de vérifier qu'un examen, tout le mois de juin, d'habitude c'était que des examens, mais on préfère enseigner de la matière et au moins on fera en conseil de classe et on verra où on en est. C'était une réponse d'une intelligence et je trouve que Caroline a eu complètement raison de le faire. Et bien ici, oui, nos enfants, doivent retrouver leurs copains, doivent réapprendre, retrouver leur institutrice. C'est important. Et il faut le dire aux parents, n'ayez pas peur de ça, quoi. Ils ne vont pas vous ramener le virus à la maison. Maintenant, il y a quand même énormément d'études qui disent qu'ils ne sont pas porteurs. Mais c'est pas la question vraiment de remettre les décisions en cause sur le fond. Mais c'est vrai que là, il faut quand même comprendre les gens et observer ce qui se passe en termes d'annonces. On est sorti de quelque chose qui était planifié, où on avait les éléments essentiels. Et maintenant, sans doute qu'on apprend de plus en plus, on voit ce qui se passe dans d'autres pays, et donc on prend les décisions comme ça, bam, résidence secondaire, bam, les cours d'été, bam, les écoles. Ça donne l'impression que c'est au compte-gouttes, et puis un côté last minute, que des gens à qui on a dit que c'était essentiel d'avoir un masque, c'est plus le cas. Alors, oui, bien sûr qu'on peut comprendre entre nous qu'ils ont accès à des informations et que si on apprend que finalement les enfants, c'est pas dangereux, mais oui, bien sûr, et qu'il y a une urgence sociale à ce qu'ils puissent revoir les gens, allons-y. Mais on dirait qu'on ne pense plus du tout à comment c'est pris par la population. Il n'y a plus un échéancier vraiment global, c'est par petites touches de plein de choses. Et je ne sais pas si c'est une si bonne idée. Et en plus, ça peut donner l'impression c'est ça un peu la question. Il faudrait peut-être un peu replanifier de manière plus large. Et alors, ça peut en plus donner corps à des idées selon lesquelles on réagit en fonction de petites pressions externes. Donc ça peut être pour les résidences secondaires, il y allait avoir une action en justice. Ou alors pour les écoles, c'est l'appel des pédiatres. Et c'est peut-être pas le cas. Mais c'est vrai, l'appel des pédiatres. Mais ça ne doit plus forcément. Oui, mais c'est doit vraiment être. On doit redonner une perspective aussi plus large, plus cohérente, pour que ça puisse être un peu mieux... Alors, je peux permettre une nuance. Moi, il y a une des conférences qui m'a particulièrement énervé du Conseil national de sécurité, c'est celle qui dit « plus rien comme événement jusqu'au 31 août ». Pourquoi est-ce qu'elle m'a énervé? Parce qu'en fait, cette maladie, tout ce qu'on en sait, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait l'évaluer que tous les 15 jours, 3 semaines. Donc ça ne sert à rien de mettre des perspectives à 4 mois. Pour moi, c'était ridicule. Il y avait quand on voit l'accélération. Ne faisons pas à 4 mois, mais pas à 2 jours non plus. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Je pense qu'il faut fonctionner à 15 jours, 3 semaines. Il y a des organisateurs qui demandaient. Non, ils demandaient 10 semaines. Les organisateurs de festivals, je les connais bien. 10 semaines, c'est déjà pas mal. Hein, mais c'est pas 4 mois. Bon, vous êtes journaliste, 10 semaines, c'est pas 4 mois. C'est pas 3 semaines non plus. Non, mais ils demandaient 10 semaines avant. Donc vous pouvez aller de fin juin. Donc qu'est-ce que je veux dire? La décision dont parle Madame de Glum, elle date du fin avril. Réouverture le 18. Et donc, entre fin avril et maintenant, la réouverture, on dit on peut lâcher du lest sur le primaire, il s'est passé 1 mois. En fait, c'est ça qui se passe. Et qu'est-ce que regardent les experts? C'est ces fameux effets rebonds. Qu'est-ce qu'on voit dans nos hôpitaux? Il y a moins de gens qui arrivent, de moins en moins, et nous sommes 3 semaines après le déconfinement du 11, enfin même pas 3 semaines, déconfinement du 11 mai, et je suis extrêmement prudent de ce que me disent les infectiologues, il faut être prudent, j'ai pas envie qu'on me ressorte la vidéo dans 15 jours, les cas qui sont hospitalisés ont l'air moins graves que ceux du début de la crise, au niveau de l'impact du Covid. Et donc c'est tous ces éléments-là, et donc il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Je ne vais pas cacher que parfois la méthode a un peu manqué dans la façon dont on peut communiquer, il y a eu suffisamment de commentaires là-dessus, mais maintenant, je ne vais pas tirer sur le fédéral, sur les autres niveaux, en disant en même temps, il faut reconnaître une certaine humilité par rapport à des choses qu'on ne connaît pas. Mais ici, évidemment que l'appel des pédiatres, et Caroline Désir l'a dit, quand vous avez 260 pédiatres, 16 000 médecins qui disent pour des raisons de santé mentale, et rien ne justifie qu'on ne renvoie pas les enfants à l'école, si vous êtes un politique et que vous n'écoutez pas cet appel, vous n'avez rien compris. On passe tout de suite, pour terminer l'émission, au coup de cœur. Moi, je voulais vous présenter un petit livre feuilleton. Les chroniqueurs et animateurs de l'émission de la première entrée sont frappés. On écrit chaque jour un feuilleton littéraire radiophonique à la mode des cadavres exquis, en se passant la plume l'un à l'autre. Il y a Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Éric Russon ou Jérôme Collin. Cela donne un court livre dont les bénéfices iront à des associations. Ça s'appelle L'injuste destin du pangolin et c'est paru à la Renaissance du livre. Très rapidement, en quelques secondes,
Pauline, je vois qu'elle n'a rien à nous dire. Elle n'a rien fait pendant ces 2 mois et demi. Karim Fadoul, des balades peut-être? Pas mieux, non, mais je veux dire, on s'était mis d'accord aussi en coulisses pour dire que ce qui nous a quand même plu au départ dans le confinement, c'était de pouvoir découvrir Bruxelles par moment, quand on pouvait se permettre de se balader dans Bruxelles sans se faire attraper par la maréchaussée, pour découvrir Bruxelles totalement libérée, vide. C'était parfois assez impressionnant, que ce soit dans le centre-ville, que ce soit d'autres quartiers de Bruxelles. C'était parfois même surprenant et frappant de voir la ville en semaine totalement vide. Et vous, Philippe Claus, au moment complet du déconfinement, vous irez où? Ah, du déconfinement? Oui, quand vous pourrez aller où vous voulez. Voir un concert de métal. Sachant qu'il n'y aura pas de BSF, pas de couleur. Ah non, déconfinement total ou pas? Total, c'est que ça veut dire qu'on a repris les concerts. J'irai voir un bon gros concert de musique bien bruyante. Merci d'être venu nous parler de tout cela. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des experts. Bon week-end à tous.